Bonsoir à tous et merci de nous recevoir dans l'actualité de ce dimanche soir. À l'image des États-Unis ou de la Slovaquie, les deepfakes se répandent lors des périodes électorales. Vraisemblables, les enregistrements frauduleux produits par l'intelligence artificielle pourraient ainsi menacer les prochaines élections européennes. La situation est particulièrement inquiétante dans les départements de l'Indre-et-Loire et la Vienne qui ont de nouveau été placés en vigilance rouge pour des crues ce dimanche. L'enquête sur la disparition du petit Émile a donné lieu à de multiples auditions, gardes à vue, à fouilles méticuleuses et même à une mise en situation. Retour sur 9 mois de mystère dans le Grand News Soir. Et puis Bohemian Rhapsody, Show Must Go On, ces tubes de Queen ont résonné ce vendredi 29 mars au Dôme de Paris grâce à 500 chœurs chanteurs d'une chorale amateur. Le spectacle s'appelle 500 voix pour Queen. Des milliers d'électeurs américains ont donc reçu un message surprenant à la mi-janvier. C'est important de garder votre vote pour l'élection de novembre. Voter ce mardi ne fait que permettre aux républicains d'avancer dans leur quête pour élire Donald Trump. Peut-on entendre dire pour la primaire démocrate du 23 janvier. Mais pourtant, le président actuel, Joe Biden, n'a donc jamais ni enregistré ni envoyé ce propre message vocal. C'est ce que nous explique Anne Gras ce soir. C'est un message vocal surprenant que des milliers d'électeurs américains ont reçu mi-janvier. It's important that you save your vote for the November election. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump. Dans cet audio de quelques secondes, Joe Biden appelle les électeurs du New Hampshire à ne pas voter pour la primaire démocrate qui se tenait le 23 janvier. Pourtant, le président des États-Unis n'a ni enregistré ni envoyé ce vocal. Il s'agit d'un deepfake audio, un faux enregistrement généré grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ces trucages se multiplient et peuvent être facilement créés à partir d'un échantillon de voix. La preuve, nous avons fait le test avec un spécialiste de l'IA. Par exemple, si on prend 2, 3, 4 minutes d'un discours d'Emmanuel Macron, il suffit ensuite de le rajouter dans un site grand public et en quelques secondes, on va ensuite avoir le modèle qui est disponible pour pouvoir créer la voix. Il suffit juste de mettre le texte, d'appuyer sur un bouton et en quelques secondes, cette voix est créée. Nous avons associé des mots d'Éric Zemmour. Je reconnaissais à Poutine le fait, d'être un patriote russe. À la voix d'Emmanuel Macron et ça donne ça. Je reconnais à Poutine d'abord d'être un patriote russe. Alors le résultat est-il crédible? Nous avons testé cet enregistrement dans la rue. Je reconnais à Poutine d'abord d'être un patriote russe. Vous avez reconnu? Oui, monsieur Macron, oui. Il a dit ça quand? Eh ben, il n'a jamais dit ça. Comment quoi, vous voyez? Ça vous surprend? Ouais, ça me surprend un peu, ouais. Maintenant Marine Le Pen avec des propos de François Hollande. La France est un vieux pays d'immigration. Il faut rendre hommage à ces millions de gens qui sont venus en France, qui y ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ça vous paraît cohérent qu'elle tienne ces propos? Ça me paraît pas incohérent. Enfin, un discours de Manuel Valls avec la voix de Jean-Luc Mélenchon. Le retour de la croissance passera d'abord par le soutien aux patrons. Il n'y a pas d'emploi sans employeur. C'est la voix de Jean-Luc Mélenchon et les propos ne seront pas du tout de Jean-Luc Mélenchon. Ça me paraît surprenant quand même, oui. Vous avez raison, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit ça. Voilà, effectivement. En fait, il s'agit d'un deepfake. Ça fait peur pour les prochaines élections. Des deepfakes audio qui circulent pendant des élections, c'est ce qui s'est passé en Slovaquie lors des législatives en septembre dernier. 2 jours avant le scrutin, une prétendue conversation entre le leader du parti centriste, Michal Šimečka, et une journaliste slovaque circule sur les réseaux sociaux. L'homme politique affirmerait vouloir truquer les élections. Nous avons déterminé que l'audio en lui-même n'était pas authentique. La vidéo a été vue au tout début au moins des centaines de milliers de fois sur Facebook. C'est la première fois qu'on voit un contenu de ce type être aussi viral. Le candidat visé s'est finalement incliné à l'issue d'un scrutin très serré. Difficile de dire quel a vraiment été l'impact de ce fichier trafiqué, mais cet exemple slovaque met en évidence un risque de manipulation lors des prochaines élections européennes. Une route a été engloutée par la Vienne. À Chinon, par exemple, dans l'Indre-et-Loire, le niveau du fleuve continue de monter sous les yeux de quelques curieux.
Tout à l'heure, je suis allé à côté du pont pour voir la hauteur. Elle était rendue à 4,90 m. C'est donc très impressionnant, constate un passant. La situation est sous contrôle car le pic historique redouté n'a pas eu lieu, même si le niveau de l'eau devrait continuer de monter lentement ce dimanche. Un soulagement pour le maire qui avait déployé un large dispositif pour protéger les habitants de la commune. Les plus exposés à la crue ont été invités à quitter les lieux, précise Jean-Luc Dupont. Reportage signé Marc Mectar. Cette route a été engloutie par la Vienne. À Chinon, le niveau du fleuve continue de monter sous les yeux de quelques curieux. Elle monte au fur et à mesure. Tout à l'heure, je suis allé à côté du pont pour voir la hauteur. Elle était rendue à 4,90 m. Donc voilà, c'est impressionnant. La situation est sous contrôle. Le pic historique redouté n'aura pas lieu, même si le niveau de l'eau devrait continuer à monter lentement ce soir. Un soulagement pour le maire qui avait déployé un large dispositif pour protéger les habitants de la commune. On a été prévenir l'ensemble des habitants pour pouvoir à la fois les informer, et puis ceux qui étaient le plus exposés par la montée, les inviter à quitter les lieux. Donc un certain nombre d'entre eux l'ont fait, sont partis chez des proches ou dans de la famille. On avait ouvert aussi un centre d'hébergement sur une commune voisine à Ciney, un pôle communautaire, pour pouvoir accueillir ceux qui n'avaient pas de point de chute. L'Indre-et-Loire en proie aux inondations. À Nouâtre, plusieurs rues sont fermées à la circulation, mais la décrue devrait s'amorcer dans les prochaines heures. La Vienne et la Creuse sont en crue. Une quarantaine de communes sont concernées dans près de 3 départements. À La Roche-Posay, les eaux de la Creuse ont atteint 6,77 m ce matin. Ici, le stade de football a été complètement enseveli jusqu'à ne presque plus voir le haut des buts. Si le niveau de l'eau redescend depuis quelques heures, il est monté jusqu'à atteindre les habitations, les rendant parfois inaccessibles. Une première pour beaucoup d'habitants. Ça fait depuis 1979 que j'ai fait construire. J'ai jamais été inondé. Et c'est la première fois. Et elle a tellement monté vite qu'on a été surpris. Ici, les voisins s'entraident et peuvent compter sur les pompiers volontaires. Pour beaucoup d'habitants, c'est une course contre la montre qui s'amorce. Car s'ils ont déjà beaucoup perdu, il ne s'agit parfois plus de simplement sauver le mobilier, mais les fondations même des habitations. Il faut sauver la maison parce que plus ça boit, plus ça va passer dessous. Et le placo va pourrir, le carrelage va s'abîmer. Vous voyez, ils ont déjà fait des rehausses de meubles. Les crues également en Haute-Vienne où un kayakiste est porté disparu depuis hier. D'importants moyens sont mobilisés pour le retrouver. Le 8 juillet 2023, au Auvernais, dans les Alpes de Haute-Provence, le petit Émile, 2 ans et demi, disparaît lors d'une fête de famille. Dans sa déclaration, le grand-père affirme qu'autour de 16h30, l'enfant échappe à sa vigilance. La famille et les voisins partent alors à sa recherche. 2 témoins du petit village de 25 habitants disent avoir aperçu le petit garçon descendre en direction d'un rond-point aux alentours de 17h15 en bas du hameau. Quelques dizaines de minutes plus tard, il est 18h12. La grand-mère appelle donc les secours et déclare la disparition de son petit-fils. C'est ce que nous expliquent nos équipes en région. Le 8 juillet 2024 au Auvernais, le petit Émile disparaît lors d'une fête de famille. Dans ses déclarations, le grand-père affirme qu'aux alentours de 16h30, l'enfant échappe à sa vigilance. La famille et les voisins partent à sa recherche. 2 témoins de ce petit village de 25 habitants disent avoir aperçu le petit garçon descendre en direction d'un rond-point aux alentours de 17h15 en bas du hameau. Quelques dizaines de minutes plus tard, à 18h12 précise, la grand-mère appelle les secours et déclare la disparition de son petit-fils. 18h40 sonne le début des recherches. Plusieurs centaines de bénévoles, assistés par des brigades cynophiles, organisent des ratissages dans le secteur. Durant 1 mois, les gendarmes fouillent toutes les maisons, perquisitionnent la téléphonie. La famille et les voisins sont entendus. Personne n'a vu Émile au-delà de cette fontaine, où les chiens ont perdu sa trace. Désemparés, ses parents lancent un appel à l'aide. Ce 24 novembre, c'est son anniversaire et nous ne pouvons pas le fêter. Nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. Dites-nous où est Émile. Par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez-le nous. Par pitié,
S'il est mort, dites-nous où il se trouve. Rendez-le nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Des scènes de reconstitution ont été réalisées dans le hameau pour chercher le moindre indice qui aurait pu échapper à la vigilance des enquêteurs. À un moment ou à un autre, il se peut qu'une personne parle, se confie, fasse des révélations, peut-être de façon spontanée ou parce qu'à un moment, le filet se resserre autour d'elle. Et même si on se trouvait dans un petit village de campagne, le fait d'avoir croisé un prédateur est possible. 9 mois après sa disparition, la découverte des ossements du petit garçon de 2 ans relance l'enquête. Des analyses criminalistiques se poursuivent. La gendarmerie nationale va continuer ses recherches dans la zone géographique où ils ont été retrouvés. Plusieurs centaines de choristes devant plusieurs milliers de téléspectateurs, une expérience musicale comme pour les uns comme pour les autres. Un gros travail de préparation a dû être fourni pour les chanteurs amateurs venus d'Île-de-France. Les choristes ont commencé à travailler Bohemian Rhapsody depuis chez eux, depuis l'automne, et le morceau est bien en place. Reportage et rencontre signé Loïc Hakim. Plusieurs centaines de choristes devant plusieurs milliers de spectateurs. Une expérience unique pour les uns comme pour les autres. Et un gros travail de préparation pour ces chanteurs amateurs venus d'Île-de-France. Une semaine avant le concert, la toute dernière répétition. Ce Bohemian Rhapsody est l'une des chansons phares de Queen, plutôt difficile à maîtriser, mais les choristes ont commencé à travailler chez eux depuis l'automne, et le morceau est bien en place. Ce n'est pas forcément le cas pour les autres titres qu'ils préparent, mais l'humour de Salvatore, leur chef de chœur, permet de progresser dans la bonne humeur. Non, pas content. Oui, mais c'est marqué ouh. Tu as raison, mais je fais ce que je veux. Eric et Jean-Pascal sont venus chacun chanter en famille. Quant à Georges, c'est un grand fan de Queen et il ne ménage pas ses efforts. Tous les matins, tous les soirs dans ma voiture et il y a des chansons que je connais depuis toujours. Le principal, on l'a. Et puis, il nous reste beaucoup de finitions, beaucoup, je dirais pas quand même. Enfin, il en reste. Stressé, mais prêt. Surtout impatient de le faire. Très impatient. Impatient d'être sur scène et de le faire. Vous êtes content d'être sur scène? Le grand jour est arrivé, c'est le temps des ultimes réglages. Les ténors, vous avez accéléré comme des dingues. Heureusement que Francky nous a freiné après. Georges est évidemment au rendez-vous. Eric et Jean-Pascal terminent le réchauffement. Le stress monte, mais un bon stress, je pense. La répétition s'est bien passée. On est plein d'énergie. Avoir les musiciens, c'est incroyable. On les entend super bien, les chanteurs et tout. Un peu partout en France, d'autres chorales régionales participent elles aussi aux 500 voix pour Queen. Les Alpes du Sud, aux alentours du désert du Sahara. Les pistes de ski ont été recouvertes d'une fine couche de sable. Le ciel de Montpellier et dans l'Hérault a été obscurci dans la matinée de samedi 30 mars, hier, d'un épais manteau ocre. Depuis la veille, le sud et l'est de la France sont traversés par un nuage de sable venu d'Afrique. La dépression de l'Atlantique a généré des vents forts qui prennent leur origine du Maghreb et du Sahara avant de remonter jusqu'en France. Chloé Guyon. Les Alpes du Sud aux allures de désert du Sahara, avec ses pistes de ski recouvertes d'une fine couche de sable. Le ciel de Montpellier obscurci ce matin d'un épais manteau ocre, un spectacle impressionnant. En une journée, contraste saisissant comme ici à Serre-Chevalier. Depuis hier, le sud et l'est de la France sont traversés par un nuage de sable venu d'Afrique. Lorsqu'on a une dépression sur le proche Atlantique, à l'avant, elle génère des forts vents de sud, donc qui prennent leur origine directement
au Maghreb, et en l'occurrence au Sahara, et ensuite ce sable est véhiculé par les vents et va remonter dans un premier temps sur l'Espagne, la France, et parfois même encore plus au nord, jusqu'en Scandinavie. Si ce phénomène naturel n'est pas rare, il n'avait plus connu une telle intensité depuis février 2021. Ce sable provoque une pollution plus ou moins importante. Des alertes aux particules fines ont d'ailleurs été déclenchées aujourd'hui dans 6 départements dont les Bouches-du-Rhône. Pourtant, cet après-midi à Marseille, le phénomène inspirait plus de poésie que d'inquiétude. C'est tellement pollué partout maintenant que je mesure pas trop le risque d'une alerte dans ces cas précis-là par rapport aux autres jours. On fait pas plus naturel que du sable et du vent. Donc a priori, ça devrait aller. Pas d'inquiétude. Non, pas d'inquiétude. Ça évoque le voyage chez moi, je vois, ça vient de loin, un désert, le Sahara. Moi, ça m'évoque le voyage. Le Petit Prince, tout ça, quoi. Saint-Exupéry, entre autres. À Nice, sur la promenade des Anglais, même les voitures de luxe n'ont pas échappé à la pluie de sable. Le nuage devrait quitter la France la nuit prochaine pour se diriger vers l'Europe centrale. À Saint-Cyr, au Mont d'Or, près de Lyon, dans le Rhône, des petits chemins jonchés de pierres sont très prisés par les promeneurs. Ils permettent notamment de s'évader. Les adeptes des promenades prennent le temps à la découverte le long du sentier où ils explorent les cabanes de vignerons appelées aussi les cabornes. Les chemins empruntés sont entretenus grâce à des associations de bénévoles. Christelle Laronce nous emmène à la découverte des cabornes de Saint-Cyr en Mont d'Or. Regardez. À Saint-Cyr au Mont d'Or, ils offrent une vue imprenable sur la ville de Lyon. Les petits chemins, jonchés de pierres jaunes, ils permettent de s'évader, de prendre de la hauteur. Chacun à son rythme. C'est trop bien de découvrir des endroits comme ça à côté de la ville. Ça change des rues, des passages piétons, des trottoirs. Eux prennent le temps de la découverte. Le long du sentier, ils explorent les cabanes de vignerons, que l'on appelle ici les cabornes. Ah, comme celle-ci là-bas. Ouais. On est à la campagne la plus proche du centre-ville, à 20 minutes de Lyon, là, et on trouve ça, on est sur une autre planète, quoi. Ça évoque, oui, les chemins qu'on empruntait enfant avec les parents, les grands-parents. Grâce à des associations de bénévoles, les voies communales bordées de murets revivent. Ces 3 amis en connaissent chaque pierre et c'est eux qui ont tout restauré, y compris les cabornes. Bonjour les travailleurs du mardi. À leur actif, 7 km de murets et autant de chemins qui jadis délimitaient les parcelles de vignes. L'ensemble des murets avait été monté à l'époque pour que les gens circulent facilement avec les charrettes. Et c'était surtout fréquenté donc, par les agriculteurs. Quand on touche une pierre, on se dit il y a des centaines d'années, elles ont été touchées par nos ancêtres. Puis tous les promeneurs nous remercient, ils sont contents. Les vélos aussi, parce qu'avant les pierres étaient au milieu des chemins là. Justement, les compliments ne se font pas attendre. Je trouve que c'est un très beau boulot. Je suis admirative de tout ce que vous avez fait. Vraiment bravo. Merci beaucoup. En fait, on est dans un écrin de verdure en plein milieu de Lyon, mais faut pas le dire. C'est secret. C'est pour ça qu'on les aime, ces chemins. Ils sont secrets. Sur les Monts d'Or, l'entretien des chemins est assuré par les communes, les bénévoles et les agriculteurs, comme Louis Perrault, qui veille jalousement sur ce patrimoine. On passait avec mon père avec les tracteurs à l'époque et les outils. Il fallait qu'on coupe ce qui poussait sur les bords de murs parce que le chemin n'était pas assez large, quoi. Tous les chemins communaux ne sont pas aussi bien entretenus. À l'abri des regards, il tient à nous montrer ce passage plein de broussailles. Un ancien sentier qui aujourd'hui lui appartient et qui mène à sa parcelle. Une voie communale peut devenir la propriété d'un particulier s'il est le seul à l'emprunter durant au moins 30 ans. En 1970, 1 200 000 km de chemins ruraux sillonnaient la France. Aujourd'hui, près de la moitié de ces sentiers ont disparu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre présence. Dans un instant, c'est la rediffusion donc de vos journaux donc de ce week-end. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve vendredi prochain à 20h dans le Grand News Soir. D'ici là, passez un très bon dimanche soir et par avance, une très belle semaine. Merci, bonsoir.